Merci d'être avec nous. Alors, je vous présente Nadia. Donc voilà, Nadia Filali. Bonjour. Vous êtes la directrice innovation et développement du groupe Caisse des dépôts. Exact. Bonjour. J'ai tout bon? Oui. Bon. Jérôme Notin, bonjour. Vous êtes le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Tout bon. Tout bon, encore une fois, super. Et Smaralungu, bonjour. Bonjour. Et vous êtes la directrice stratégie, marketing, communication et relations institutionnelles de DocaPost. C'est tout bon. Alors, je l'ai dit, il y avait 6 entreprises dans ce consortium. Prenez la confiance, donc vos 3 entreprises. Pas tout bon, parce qu'il y a un groupement d'intérêt public aussi. Ah, il y a un groupement d'intérêt. Oui. Bon, alors voilà, ok. C'est comme ça, c'est plus clair. Et donc, il y avait 6 structures, voilà. Alors, structure, institution, entreprise, association également, puisqu'il y avait la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est une association, je crois. La Croix-Rouge, l'INRIA et donc Orange, dont je parlais tout à l'heure. Alors, la première question que je voudrais vous poser s'adresse à vous 3. Tous les Français, on l'a vu, pourquoi les Français ont-ils si peu confiance dans le numérique alors qu'ils sont 7 sur 10 à déclarer qu'ils ne peuvent pas s'en passer? Qui veut se lancer, attaquer? Smaralungu, allez-y. Je veux bien prendre. Oui, on est face à ce paradoxe et on l'a vu aussi dans les résultats du baromètre, c'est qu'on a plus de 9 Français sur 10 qui utilisent le numérique au quotidien, hein, dans leur vie de tous les jours, et moins d'1 sur 2 qui a confiance dans ce qu'il fait en ligne. Donc ça pose quand même le décor qui est assez inquiétant quand on le regarde comme ça. Et on a essayé, nous, d'aller comprendre à travers cette initiative, le fait de nous réunir en consortium pour agir, pour augmenter, contribuer à augmenter le niveau de confiance dans le numérique. On est allé essayer de comprendre en fait pourquoi il y avait ce manque de confiance. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments qui nourrissaient ce manque de confiance. Ce que les gens vivent dans leur quotidien. On voit bien qu'on touche là à des moments de vie qui sont importants pour eux. J'inscris mon enfant à l'école, j'envoie des documents qui sont des documents personnels, sensibles à des gens et je ne sais pas qui sera au bout, qui sera en face, de l'autre côté, qui va recevoir ces documents qui me sont très chers, ou je fais des transactions financières. Voilà. Donc du moment où il s'agit de données qui sont sensibles ou à importance personnelle, les gens sont beaucoup plus méfiants. Il y a un deuxième aspect qui nous a marqué dans l'analyse que nous avons faite et les échanges, on va en parler tout à l'heure, mais on est allé discuter avec les Français et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un aspect qui est très important, dont on n'a pas vraiment parlé dans le baromètre, donc qui vient compléter les résultats du baromètre, c'est le sujet de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'aspects, d'actions qui viennent perturber la tranquillité des Français, la peur d'usurpation, de phishing, de perte de données, voilà. Il y a aussi le fait que les gens n'ont pas confiance. En fait, ils maîtrisent, ils savent se connecter, ils savent aller surfer, mais ils ont peur de mal faire. Et ça, cette peur de mal faire, là où ils ont les bons réflexes dans la vie de tous les jours d'aller demander conseil à quelqu'un qu'ils connaissent, quand il s'agit du numérique, c'est un peu étrange, mais c'est comme s'ils avaient peur de passer pour voilà, des has-been. Je ne suis pas dans le coup, je ne sais pas me débrouiller. Ils osent beaucoup moins faire appel, même à des gens proches. J'ose pas aller demander à mon petit-fils parce que j'ai peur qu'il se moque de moi. Voilà, on a des verbatifs de ce type-là. Ou à mon fils. Ou à mon fils ou à ma fille, sans parler de petit-fils ou petite-fille. Voilà. Et il y avait un troisième aspect qui me semble important, qui nourrit en fait le manque de confiance, c'est que c'est la vitesse. La vitesse de l'innovation. Le temps d'apprentissage est long. Et en fait, les choses bougent très vite. Ouais. Et donc, ils ont l'impression de courir derrière un apprentissage qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Et donc, c'était aussi l'un des aspects qu'on voulait adresser, nous, c'est leur donner un peu les tips, les outils faciles d'accès pour qu'ils apprennent plus vite. Est-ce que le risque, après, c'est de se refermer un petit peu comme une huître en se disant je ne comprends pas, donc j'y touche pas?
C'est tout à fait ça. Alors que c'est effectivement des outils d'usage évidemment pratiques. D'ailleurs, ce que vous dites rejoint un article que j'ai pu lire récemment dans la presse. Voilà, les médias traditionnels, effectivement, c'est une étude qui a été menée par la métropole de Bordeaux et qui dit qu'effectivement, auprès de publics très larges, et qui montre qu'il n'y a pas simplement des personnes âgées ou des publics qu'on pouvait attendre en difficulté sur le numérique, mais tous les publics sont concernés et qu'il y avait une véritable, c'est le mot, souffrance numérique de certains publics. Il y a ça, et puis ce qu'on a vu dans le baromètre, nous on l'a vu aussi dans les échanges avec les citoyens, il y a un attachement très fort aux sites institutionnels du gouvernement qui sont reconnus et attendus des citoyens. Et puis on voit bien que les banques, en fait les progrès de sécurisation des parcours bancaires ressortent comme très reconnus aussi dans les échanges que nous on a eus avec les citoyens. Et comme très rassurant quand même. Ouais. Jérôme, oui. Alors, cybermalveillance, donc vous êtes, je dirais, sur le front de toutes la cybercriminalité. Alors, vous aussi, comment est-ce que vous expliquez ces chiffres? Et je crois que vous avez les derniers chiffres, donc 2024, du bilan cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, je vais y arriver. Donc, quels sont-ils? Alors, je vais essayer de pas trop quand même. On a eu beaucoup de chiffres très intéressants, donc je préfère que vous conserviez les chiffres qu'on a vus aujourd'hui. Mais ensuite, cet après-midi, peut-être que vous alliez sur notre site pour consulter justement le rapport d'activité, effectivement, qu'on a publié il y a quelques semaines. Après, pour revenir à la question tout à l'heure, pourquoi il y a cette perte de confiance? C'est parce que les gens sont de plus en plus victimes. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Quand même, quelques chiffres sur notre plateforme. On a accueilli l'année dernière 5,4 millions de visiteurs qui, à plus de 75%, venaient chercher du contenu parce qu'ils avaient été victimes. On a aussi une mission de prévention, mais la grande majorité du trafic, elle est drainée par je suis victime. Et on est tout à fait en phase avec le ressenti. Nous, on sait qu'une fois que les gens se sont fait avoir, entre guillemets, mais l'hameçonnage, par exemple, c'est quelque chose qui est revenu la première menace l'année dernière sur les parcours d'assistance et de qualification qu'on propose. Et si je reste aussi sur notre rapport d'activité quand même, sans chiffres, mais les faits marquants, ce sont les grandes fuites de données. Hein. Vous vous souvenez, ici je peux citer des noms, puisque de toute façon c'est public. Mais on est entre nous. On est entre nous. Free en fin d'année, France Travail en début d'année, la Fédération Française de Foot qui se fait taper en début d'année dernière, qui se refait taper début de cette année. Bon, voilà. Donc voilà, beaucoup de fuites de données, et ça, ce n'est pas bon signe pour la suite, évidemment, parce qu'on sait que ce sont des données qui sont réexploitées derrière et qui sont réexploitées pour faire de l'hameçonnage très ciblé. Lequel hameçonnage, enfin on l'a aussi un petit peu vu ce matin, mais lequel hameçonnage n'est qu'une première porte d'entrée vers d'autres cyberarnaques comme les faux conseillers bancaires. On a parlé donc pas mal de banques. Alors spoofing c'est un peu plus technique, mais derrière, voilà, une fois qu'on a collecté de la data et qu'on a incité des gens à faire des actions comme par exemple communiquer son numéro de carte, là on va pouvoir l'arnaquer au faux conseiller bancaire ou la fraude à la réparation informatique. Voilà, toute une créativité de nos escrocs sans borne pour réinventer les modes opératoires. L'objectif il reste toujours le même, mais les modes opératoires ils évoluent quand même pas mal. Ouais. Et donc sur cybermalveillance, comme vous l'avez dit sur votre site, il y a des solutions. Vous recevez les requêtes des gens, donc voilà, un petit peu perdus, les demandes d'assistance, et donc 5,4 millions, c'est ça, de connexions, vous l'avez dit l'année dernière. Alors on a deux chiffres clés, c'est effectivement 5,4 millions, c'est plus 50% par rapport à l'année précédente. Donc c'est pas du tout anodin. Et puis ça, on considère que ce sont des gens qui sont en capacité par eux-mêmes de qualifier la menace. À travers un moteur de recherche, ils vont taper les mots-clés, ils vont tomber sur le contenu. Et puis on propose un outil également pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, mais que ce soit aussi les entreprises ou les collectivités, pas uniquement les particuliers, d'un outil de qualification de la menace. Et ce sont donc en quelques questions qu'on pose, on sait identifier ce que vit la victime, on sait donner les conseils, on sait proposer pour les menaces techniques une mise en relation avec un prestataire, et depuis le 17 décembre dernier, on en parle après. Je divulgue pas, alors. Ne spoilez pas tout. Mais voilà, donc c'est 540 000 parcours contre 280 000 l'année dernière. Donc juste pour terminer, on pense qu'il y a un développement de notre notoriété. On travaille beaucoup avec la justice, le parquet de Paris, avec le ministère de l'Intérieur, l'ANSSI, qui renvoie la CNIL de plus en plus sur notre dispositif. Mais il y a aussi quand même une augmentation de la menace. Et elle est perçue
perceptible dans le baromètre dont on a pu bénéficier des résultats ce matin. Ouais. Merci. Nadia, donc même question. Ce paradoxe entre l'usage très fort, on ne peut pas s'en passer, tout le monde le reconnaît, enfin 7 sur 10, 7 Français sur 10, et en même temps, une méfiance, une crainte qui progresse, en tout cas sur certains usages. Alors, moi, je vais faire comme mon voisin, je ne vais pas forcément parler de chiffres, mais et quelque part, ça a été votre réponse, elle est presque dans la question en réalité. C'est-à-dire qu'on réalise, je pense que si on revient sur nos précédentes années ou interventions dans ces salles, y compris par exemple avec Smara, sur les questions qu'on se posait sur le baromètre, on se rend compte que quand on refait le baromètre chaque année, on rajoute chaque année quelque chose de nouveau. Mmh. On a rajouté des questions sur les cryptoactifs, on a rajouté des questions sur l'IA générative, on s'est mis à rajouter des points un peu plus précis sur l'identité. Et en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'accélération de la nature des usages et des technologies auxquelles les gens et les Français n'ont pas le choix, sont confrontés. Et en fait, sont confrontés. Et en réalité, de la même façon que dans d'autres activités, on n'est malheureusement pas tous égaux face à ça. Voilà. Et que ça demande, et ça a été démontré aussi tout à l'heure dans les chiffres, le fait d'avoir une sensibilisation, une acculturation au sujet. Le problème, c'est que cette acculturation et cette sensibilisation, elle doit se faire de plus en plus rapidement sur de plus en plus de sujets. Et ça, c'est pas formellement évident. Je pense que Smara en a parlé aussi. C'est pas formellement évident d'aller demander aux gens de l'aide. Je vous rappelle qu'il y a quelques années en France, et je pense que c'est encore le cas, il y a des gens qui étaient illettrés, et les illettrés n'allaient pas demander aux autres comment ça marche, et avaient honte de l'être. Moi, je connais des gens dans mon entourage quelqu'un dont j'ai appris qu'en fait ne me répondait pas à des SMS, parce qu'en réalité, ne savait pas répondre à un SMS, ça existe, sur certaines catégories d'âge et de population. Donc, en réalité, je pense qu'on est face à un phénomène qui est assez courant, d'un monde qui bouge énormément, de technologies qui bougent très vite, et sur lequel il n'est pas simple de faire la différence. Smara en a parlé un petit peu aussi, entre ce qu'on appelle en anglais la différence entre trust et confidence, parce qu'en français, on a un seul mot, c'est le mot confiance. Le mot confiance pour les deux. Mais il y a la confiance en soi, il y a la confiance dans le système, et ça, c'est le deuxième point, je pense, qui est... effectivement, il y a de plus en plus d'arnaques, etc., et de fraudes et d'activités en tout genre. Ça, l'humain sait faire. C'est pas nous qui l'avons inventé. Avec des modes opératoires qui changent sans cesse. Il n'y a pas de forteresse imprenable. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Il n'y a que de mauvais assaillants. Ça n'a pas changé. En revanche, ce qui change aussi, c'est qu'on a un contexte géopolitique qui est quand même très différent, qui bouge, qui rajoute aussi des craintes et des peurs. Et on a parlé, par exemple, du fait que 20% des Français font des réseaux sociaux leur source d'information source majeure d'information. C'est pas neutre, ça non plus. Jérôme, je vous vois hausser les sourcils. Oui. Bon, alors, au-delà du fait que comme tout est numérique, tout va plus vite et du coup, on passe moins de temps à réfléchir, à lire, etc. Ça, c'est une tendance de fond qui n'est pas qu'un sujet de confiance. Mais voilà, donc je pense qu'il y a deux sujets, enfin il y a trois sujets quelque part. Il y a cette accélération de tout ce qui nous est proposé, offert. Il y a le sujet il y a un vrai volet d'arriver à acculturer les gens, à leur faire prendre confiance. Il y a un contexte géopolitique et économique qui est aussi qui est assez perturbant. Et je rajouterais peut-être juste quand même un dernier point, c'est que là, on parle des usages du quotidien. Et ça, c'est, je ne sais pas s'il est là, Laurent, mais on pourrait s'amuser à rajouter des questions de la même façon dans le monde du travail. Parce qu'en réalité, tous les outils dont on parle là, on les utilise aussi dans nos usages de plus en plus professionnels, qu'on soit salarié ou qu'on soit, je pense même, entrepreneur dans une PME, etc., qu'on soit un commerçant qui veut utiliser des outils de plus en plus numériques. Et en réalité, ça devient global, quoi. C'est-à-dire que
Enfin, c'est plus que notre quotidien. C'est avec pour des ça que outils je encore disais plus que complexes que pour les ta particuliers. réponse, elle était dans ta question, Bon, Olivier. bah, Voilà. écoute, merci Nadia. Merci. Alors, autre question, on l'a un peu abordé déjà rapidement. Est-ce que finalement, dans cette incertitude face au numérique ou dans ce sentiment de ne pas avoir confiance, est-ce que certains publics sont plus concernés que d'autres? Alors évidemment, naturellement, on pense peut-être plutôt aux personnes âgées, mais Nadia, tu viens de le dire, c'est absolument pas le seul public concerné. Donc finalement, voilà, est-ce que c'est plus large que ça? Est-ce qu'il y a tous les publics potentiellement? Est-ce qu'on est tous concernés par cette incertitude et cette souffrance numérique? Nadia, oui, Smara. Oui, en fait, nous, dans ce qu'on voit, c'est que ça touche toutes les tranches d'âge. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les personnes âgées. Et puis, dans l'accès aux démarches administratives, parfois, c'est plus compliqué pour les jeunes. Mais ça, je pense que c'est Pour les quelque jeunes chose pour les jeunes. Ça, on l'a vu, nous, dans l'enquête, mais c'était des choses qu'on savait déjà. D'accord, oui. Jérôme? L'enquête ce matin demandait si les gens avaient été victimes d'hameçonnage, victimes de fraude aux faux conseillers bancaires, victimes de ça. Rien que le fait, et je pense que la manière de répondre, c'est que j'ai répondu. J'ai donné de la donnée perso, j'ai décroché mon téléphone, j'ai répondu à la personne. Il y a quelqu'un au ministère de la Justice, à la Direction des Affaires criminelles et des grâces, qui un jour a dit publiquement, donc je peux lui reprendre, il s'appelle Xavier Leonetti, à cause d'Internet, des outils numériques, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est tous victimes. Parce que rien que le fait de recevoir le SMS à la livraison de colis, qui exaspère, nous on sait ce que c'est, donc on le reçoit parfois au quotidien, on passe du temps, ça nous énerve. Mais donc rien que le fait de recevoir la tentative d'escroquerie fait qu'on est victime nous-mêmes. Donc voilà, l'outil numérique, alors l'idée c'est pas de dire il faut tout couper, bien évidemment, les réseaux sociaux c'est un endroit fabuleux de rencontre. Pas de source d'information, effectivement, en tout cas, pas uniquement, mais en tout cas, ça devrait. Ça fait très peur, effectivement. Ouais. Je suis moi-même papa de deux garçons, si vous voulez, qui ont 15 et 17, et qui sont très utilisateurs. Alors, j'essaye de faire qu'ils ne s'informent pas que sur ces trucs-là. Et en plus, c'est pas des réseaux sociaux qui ont été rachetés par des milliardaires qui font des algorithmes. Je vois pas de quel réseau. Alors, je vais continuer dans mon allusion. J'ai bien compris. Mais je vais jusqu'au bout. Qui font pour propulser ses propres idées nauséabondes sur le territoire européen. Donc, voilà. On fait un peu de politique là, non? Non, pas du tout. Non. Okay. On a dit qu'on était entre nous. Donc voilà, on est tous victimes parce qu'on est utilisateur d'outils numériques. Après, comme je l'ai dit, il ne faut pas couper l'utilisation d'outils numériques. Ce sont des super opportunités économiques, bien évidemment, en tant que citoyen, mais il faut être accompagné. Et donc l'étude là permettra, j'espère, que la puissance publique, et c'est pas moi de parler là pour le coup au nom de la puissance publique, puisse faire des actions peut-être un petit peu plus fortes. La ministre l'a dit, sur l'enfance, sur les adolescents, on a des vrais sujets. Il y a un vrai sujet, oui. Effectivement, Orange, je le disais, travaille sur ce sujet, et notamment sur le premier équipement en mobile d'un enfant par ses parents, et les parents sont parfois inquiets au moment d'acheter le premier téléphone portable de leur enfant. Ils ne savent pas, effectivement, on va l'ouvrir un petit peu, la boîte de Pandore, et donc comment est-ce que ça va se concrétiser derrière. Et puis bien sûr, on parle de contrôle parental, on parle de cyberharcèlement et tous ces sujets derrière qui font la une et qui sont effectivement des inquiétudes même pour les parents, enfin y compris pour les parents. Smara, la campagne, on va parler de la campagne, donc prenez la confiance. L'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'aider les Français à se détendre sur le sujet, puisqu'il y a une certaine tension, une certaine crispation, on va dire. Alors cette campagne, vous l'avez dit, vous avez été à la rencontre des Français, donc vous allez nous dire rapidement un peu combien vous en avez rencontré et sur quel espace-temps. Et donc surtout, qu'est-ce que vous avez appris de ces rencontres? Et en quoi ça a permis de construire la campagne derrière? Tout à fait. En fait, la volonté du consortium, c'était de venir en complément des actions qui étaient déjà faites et qui sont déjà faites et bien faites par l'État ou par les collectivités territoriales en local. Et le constat qui a été le nôtre au début, on a fait tout un travail, on était parti du sujet de la confiance qui était très large et on a fait le choix rapidement d'axer sur la confiance du quotidien pour aller dans ce sujet de la proximité. Et on s'est dit que ce qui était très important, si on voulait parler aux Français, c'était déjà de comprendre. Donc on a construit une campagne qui s'est basée par une démarche initiale d'écoute. Cette écoute, on l'a faite en organisant des ateliers en territoire. On est allé dans des territoires divers parce qu'on voulait avoir
diversité qui nourrissent le discours. On a fait des ateliers, en fait, on a fait des entretiens individuels, près de 200 entretiens individuels. On a discuté avec les gens, essayé de comprendre vraiment dans leur vie, dans leurs usages, quels étaient les cas qui ressortaient le plus avec un besoin de confiance ou un manque de confiance. À partir de ça, on a construit des ateliers. Ça a été fait en 2024, hein, je suppose. C'était en 2023. 23, d'accord. On a fait des ateliers collectifs, donc on a réuni les gens pour après aller regarder dans des usages, dans des parcours, rentrer dans le parcours et voir à quel moment est-ce que le manque de confiance était avant même de rentrer dans le parcours, ou est-ce qu'on rentrait dans le parcours en étant en confiance et à un moment donné, on perdait cette confiance. Qu'est-ce qui faisait qu'on la perdait? Voilà, c'est ce genre de choses très concrètes qu'on est allé chercher. On a retenu, on a dupliqué par ailleurs ces ateliers en territoire par une enquête en ligne, parce qu'on avait peur au début dans les ateliers de toucher que des gens qui étaient un peu éloignés du numérique. Donc on a fait une enquête miroir en ligne auprès de 1000 citoyens. C'était pas un sujet sur la fracture numérique, voilà, exactement. Et l'exclusion on voulait capter numérique. Bien les deux. Ouais. Et donc on s'est rendu compte dans les résultats qu'on avait des résultats très proches, donc ça c'était très rassurant. Et on a retenu principalement 3 cas d'usage qui nous ont été cités quasi systématiquement par les Français. Et on a construit notre campagne de sensibilisation l'année dernière à partir de ces 3 cas d'usage. Le premier était le renouvellement d'un papier d'identité en ligne. Le deuxième, c'était tous les sujets liés au transfert d'argent. Bien sûr. Voilà, flux financiers. Surprise. Et puis, le troisième, c'était lié au partage de données sensibles, notamment les données de santé. Donc, Donc Lara Chapaz a parlé tout à l'heure dans son interview. Exactement. Et on voit que c'est évidemment un sujet très sensible, les données santé. C'est très, très sensible. Ouais. Et donc, la campagne s'est construite comme ça, de cette façon-là. Et c'est en faisant cette phase d'écoute aussi que nous, on a capté le fait qu'il y avait 7 Français sur 10 qui nous disaient ne plus pouvoir s'en passer du numérique. Ça, c'est un chiffre qui est complémentaire de ce qu'on a vu ce matin, avec lequel je voudrais que vous partiez aujourd'hui. 7 Français sur 10 ne savent pas se passer du numérique, mais moins de 1 sur 2 fait confiance. Donc, on a vraiment un enjeu à traiter. C'est clair. Et le ton que vous avez adopté pour la campagne, on va décrire un peu le dispositif de la campagne, et le ton que vous avez adopté, il était volontairement un petit peu décalé par rapport à celui des communications habituelles. Un peu décalé, très optimiste. Nous, on est parti du principe qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, et encore une fois, faites très bien, pour alerter sur les risques. Et donc, on n'a pas pris cet axe-là. On a pris un axe un peu plus optimiste en disant, nous, on va essayer de mettre en avant les bénéfices du numérique, donner des tips, donner des outils, prendre ça, même l'accroche de la campagne, prenez la confiance, c'est quelque chose qui est très direct, qui est quasi inscrit dans le langage des jeunes. Tu prends la confiance, tu as pris la confiance. On était sur quelque chose qui invite à embarquer. Exactement, qui invite à embarquer et qui dédramatise un peu ce sujet qui est complexe. Alors, je vous demande de poursuivre justement sur le descriptif de la campagne. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'était du 20 janvier à la fin février, début mars, je crois, parce qu'elle a été prolongée un petit peu. Vous me corrigez si je me trompe. Sur quel support est-ce que vous l'avez déployé et avec quels axes de communication? Nadia, tu me oui, on remplace des gens. Alors, sur quel support? Effectivement, on a fait, comme l'a dit Smara, sur 3 cas d'usage, on a lancé 3 petits films qui sont disponibles sur un autre support qui est notre site. Donc, vous pouvez aller sur le site de Prenez la confiance pour voir ce qui s'y passe. On a diffusé ces vidéos à plusieurs endroits d'une manière évidente, même si on n'est pas d'accord sur le fait que ça soit la première source. On l'a diffusé majoritairement sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, on a même atteint des chiffres qui ont dépassé ce qu'on attendait en vue. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé notre cible en millions de vues. Donc ça, c'est quand même super important. On a le chiffre précis. On a le chiffre précis. C'est la colle. On a plusieurs millions. Il faut aller fouiller dans vos résultats. Parce que c'était une question que j'avais prévu de vous poser après. Donc voilà. Mais tu vois, on va la faire maintenant. Mais c'est pas grave. Donc on a 4,49 millions de vues vidéo. Ah oui. On a 20,1 millions d'impressions sur les réseaux sociaux. On avait un objectif de 9,5 millions. Et on a eu 101 000 clics. On avait un objectif de 54 000.
Donc c'est significatif. Donc ça, c'est significatif. Ouais. En plus, pour quelque chose qui est une première, je pense, pour nous tous. Parce que Smara l'a expliqué de manière hyper cadrée, hyper professionnelle. Mais il faut savoir que quand même... C'était une première. C'était une première, enfin en tout cas pour certains d'entre nous. Et même de se poser la question du ton... de comment on faisait le sujet, etc. C'était une première. Voilà, il faut quand même savoir que c'est made by ourselves together, quand même, en bon français. Voilà, on a aussi des rediffusions et des replays sur des plateformes donc de médias que vous connaissez bien, du type TF1 par exemple, sur YouTube. Voilà, et on a aussi des relais, alors qui était aussi un des premiers éléments d'ailleurs de discussion qu'on a eu, qui était une évidence. C'est-à-dire que vous avez La Poste, qui touche quasiment personne en France, jamais personne n'y va. Orange, qui est le dernier opérateur français télécom, c'est bien connu. La Croix-Rouge aussi, qui est absolument pas connue. Et du coup, je pense que les premiers diffuseurs, c'est les partenaires eux-mêmes. Donc en réalité, si vous allez à La Poste, si vous allez dans votre boutique Orange, c'est quelque chose qui permet aussi de diffuser. Nous, y compris à la Caisse des dépôts, en fait, le fait de le diffuser auprès des collaborateurs qui ne sont pas uniquement à Paris, région Île-de-France, mais qui sont aussi, y compris partout, pas mal à Bordeaux également. Ça permet aussi de diffuser le sujet en essayant de faire prendre la confiance. Et puis, on a d'autres moyens de diffusion, alors qui sont peut-être plus indirects, mais qui nous permettent de faire connaître cette campagne et de faire en sorte que les gens eux-mêmes soient un vecteur de diffusion. C'est que, typiquement, on vient dans ce type de conférence. Il y a eu une présentation au FIC la semaine dernière. Il y aura au forum INCIBER à Lille. D'accord. Il y en aura d'autres... je ne sais pas si j'ai le droit de les dire. Mais on va en parler après. Il y aura, voilà. Ouais. Donc, on a cet effet relais, je pense, qui est important et qui est assez naturel sur Internet, quand on parle d'Internet. Oui, peut-être juste une petite précision. En fait, quand on dit 22 millions d'impressions d'une campagne en 7 semaines, c'est massif. Et quand on dit derrière qu'on mobilise les plusieurs milliers de bureaux de poste qui ont des écrans télé, plusieurs centaines de boutiques Orange qui ont des écrans qui donnent vers la rue, les 1600 lieux de la Croix-Rouge, c'est là où vous arrivez à capter. Et c'est ça qui est massif, c'est ça notre force. Avec un maillage près d'1 million de personnes par jour auxquelles vous exposez cette campagne. Donc forcément, on capte beaucoup par les réseaux sociaux, mais notre conviction, c'est qu'on capte aussi beaucoup et qu'on touche beaucoup par la proximité territoriale. Alors, je me suis rendu évidemment sur le site Prenez la confiance. J'ai regardé un petit peu comment vous structuriez vos informations, quels étaient les ressorts que vous utilisiez. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre sur le site. Il y a effectivement des informations pratiques, je dirais des bons conseils de bon sens, comment gérer ses mots de passe, comment fabriquer des mots de passe. Mais il y a aussi effectivement des tuyaux. Vous l'avez dit un petit peu, Smara, tout à l'heure. Par exemple, justement, face au labyrinthe des mots de passe, comment les stocker sur des applications pratiques, donc vous en citez quelques-unes. Et puis, il y a aussi face à la désorientation peut-être de certaines personnes quand elles sont attaquées, effectivement, à qui s'adresser, donc avec des numéros de téléphone pratiques, des sites, des informations. Donc, vous agissez sur ces 3 volets à la fois. Les conseils prévention, on va dire bon sens, des petits tuyaux pour gérer des problèmes pratiques, et puis aussi, bien sûr, à qui s'adresser en cas de problème. Oui. C'est ce que vous vouliez dire peut-être, Mara ? C'est bien ça. C'est bien ça. Et après, d'expliquer aux gens de manière très simple, en fait, c'est vous allez sur un site officiel, passez par France Connect ou France Connect Plus. Ça existe. Vous lancez parfaitement la table ronde suivante. Un lien par SMS. Avant de cliquer, assurez-vous que la personne, le numéro de téléphone duquel vous recevez ce lien. Voilà, ça peut paraître simple, mais le rappeler, c'est très utile. Et puis beaucoup d'articles de cybermalveillance qui sont sur le site, donc avec beaucoup à chaque fois d'informations qui viennent de chez vous sur les bonnes règles de bonne intelligence sur le web. Chaque partenaire a versé dans la plateforme des infos. Des informations. Des contenus, on l'a évoqué, c'est un travail collectif. Nous, on a apporté un petit peu cette vision au cyber.
cybersécurité, pardon, voilà, qui est un peu peut-être moins naturel pour les partenaires et les autres membres du consortium. Mais voilà, donc qu'on peut encore enrichir en allant sur les liens qui traitent de ces conseils-là, plus en détail. On peut creuser, oui. Et puis, un point important, quelque part, on voit bien que toutes les actions qu'on peut faire, qu'on soit du secteur public ou du secteur privé, et qui vont dans le bon sens, vont nous servir à tous. Nous, aujourd'hui, la Caisse des dépôts, on est un tiers de confiance depuis plus de 200 ans. On est opérateur de mandat public. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais par exemple, on est opérateur du compte personnel de formation. On touche 40 millions de Français. On a un intérêt direct, clairement, à promouvoir ce type de campagne, à faire en sorte qu'on puisse lutter contre la fraude, qu'on puisse aider les Français à mieux savoir utiliser leurs outils. Et d'ailleurs, dans les actions qu'on a prises, et que j'appellerais actions un peu indirectes, c'est qu'on a aussi collectivement écrit aussi à 7 ministères, enfin à 7 ministres, de manière directe, pour leur faire connaître cette confiance et pour qu'on soit tous relais. Et dont la ministre du numérique, donc elle est bien au courant de l'économie, enfin je ne les ai plus en liste, mais il y a de la recherche également, parce qu'en réalité, et ça on y croit, c'est que les choses elles se font elles se font vraiment quand on arrive à collaborer tous ensemble. Ce consortium, il n'est pas non plus le fruit du hasard. Dans ce consortium, et ça a été pour nous qui sommes plutôt neutres côté Caisse des dépôts, moi j'ai trouvé hyper enrichissant et qui est une vraie réussite, c'est qu'on n'a pas vendu un service, et pourtant vous avez Orange, vous avez la Poste, alors la Croix-Rouge, je ne sais pas si elle vend un service. C'était presque du service public. C'est de l'intérêt général. C'est pas du service public, c'est de l'intérêt général au sens l'intérêt général. Où c'est quand même l'affaire de tous aujourd'hui, qu'on soit du secteur public ou du secteur privé, de faire en sorte que nos consommateurs directs ou indirects aient confiance, et dans tout le territoire. Je pense que ça, c'est assez important. Basique, voilà. Oui. Nous, on n'aurait pas pu, en tant qu'agent de la fonction publique, on n'aurait pas pu s'associer à une démarche commerciale. Donc, je vous garantis que tout le consortium, depuis le premier jour, a eu cette idée d'intérêt général, justement, et de co-construire pour porter des messages de prévention. Donc effectivement, chacun a apporté, vous étiez complémentaires, je dirais, les 6 membres de ce consortium, chacun avait apporté des éléments très pratiques et très différents, très complémentaires. Oui, tout à fait. Et moi, je remercie à nouveau tous les partenaires. On a eu la discussion. Au début, on était 3 et on a fini par créer ce consortium à 6. Je remercie les partenaires qui sont associés à nous dans le temps et qui ont joué ce jeu, parce que je me souviens des premiers échanges avec Orange, quand on dit en fait vous venez mais vous faites pas du tout la pub de vos produits, et nous non plus en fait, et c'est le deal, et on rentre comme ça, et c'est fort, c'est fort, parce que les gens disent ok, on a compris, on vous suit et on veut bien rentrer dans cette dynamique avec vous. Voilà, on est très fiers de ça. Alors le consortium donc a été créé pour cette campagne, on en a parlé. Donc la question qui se pose légitimement, c'est évidemment quelle suite ? Est-ce que ce consortium va se dissoudre maintenant que le boulot a été fait, ou est-ce que effectivement, voilà, il va y avoir des suites, de nouvelles campagnes, approfondir cette campagne, et de quelle manière ? Peut-être Nadia, avec vous. Ah non, on ne va pas se dissoudre, c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. Et je passe pas à appuyer dessus en disant qu'en réalité, on a trouvé un lieu de confiance déjà entre nous, qui est, voilà, on est une équipe, je trouve, formidable, tous ensemble. Et donc, on a validé il y a quelques semaines qu'on allait poursuivre. Enfin, ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Ouais, voilà. Super. Là, c'est un premier point. On n'a pas complètement finalisé les sujets sur lesquels on va aborder le sujet, mais je pense que quand on regarde les chiffres du baromètre, il y a des sujets qui sont assez évidents, sur lesquels on est en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être proche des usages et de se dire quels sont les nouveaux usages, quels sont les usages sur lesquels il va falloir continuer à sensibiliser les Français, à les aider à avoir confiance. Et quelle catégorie de population également, et pas forcément d'une manière très stéréotypée à celle auquel on pense le plus, mais si on regarde un petit peu sans dévoiler, parce que nous-mêmes on n'a pas encore tout figé, mais en gros les jeunes c'est quand même une priorité, et ça reste une priorité. Bien sûr.
Les sujets de nouveaux usages autour de l'IA aussi peuvent être des sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Voilà. Et après, ça n'empêchera pas, je pense, parce que c'est toujours en ligne, en réalité, de poursuivre le discours et de continuer à marteler qu'on ne met pas ses données n'importe où, on ne donne pas ses données à n'importe qui, on ne donne pas son code à personne, sauf à soi-même, y compris dans sa famille, encore moins à son enfant, ça permettra d'aider. On ne note pas sur un post-it qu'on met sur le réfrigérateur. Pas sur un post-it dans le réfrigérateur, etc. Et ça va continuer, je pense, très clairement. Voilà. Je ne sais pas si tu veux poursuivre. Oui. Alors peut-être autre question, parce que là on parle de communication, de sensibilisation, on a vu que c'était important, même si les Français le disaient dans le baromètre, ils se sentent plutôt bien informés dans l'ensemble, etc. Bon, il y a quand même encore du travail. Est-ce qu'il y a d'autres types d'actions à mener et je vous ai interrompu tout à l'heure, Jérôme, je suis désolé dans votre élan, vous alliez nous parler de 17 Cyber, donc une initiative qui a été lancée, et expliquez-nous en quoi est-ce que ça consiste et dans quelle mesure ça peut participer à ce travail de confiance. Alors le 17 Cyber, c'est la... Je n'ai pas fait du politiquement correct, alors je vais continuer à le faire. Allez-y. C'est un truc assez incroyable en France. On a pris des dispositifs qui existaient, qui avaient démontré leur capacité à rendre un service, le service pour lequel ils avaient été créés. On les a assemblés et on a créé le 17 Cyber. C'est-à-dire qu'on a pris notre plateforme qui, je l'évoquais tout à l'heure, est en capacité d'accueillir les victimes, qualifier la menace, donner les conseils, proposer une mise en relation avec un prestataire de proximité. On a pris la brigade numérique de la gendarmerie, qui existe depuis de nombreuses années, qui a démontré son efficacité, qui peut accueillir l'ensemble des victimes sur l'ensemble des menaces et sur l'ensemble des conseils, parce qu'un métier, qui est en fait une unité, l'équivalent d'une unité terrain, une brigade où vous pouvez aller poser toutes les questions que vous voulez, comme par exemple le recrutement. Donc on a pris la brigade numérique, on a pris l'équivalent côté police nationale, qui est basé à Bordeaux, et donc on a mélangé tout ça. Après on a mis un peu de communication, on a mis du lien, et surtout on a travaillé sur des outils d'aide à la décision pour les policiers et les gendarmes, parce que justement comme ils font tout le métier d'un policier et d'un gendarme sur le vrai terrain, ils sont pas forcément hyper spécialisés en cyber. Donc voilà. Mais en tout cas, ce que ça donne, c'est que c'est aujourd'hui, j'espère, enfin le guichet unique qui va permettre à l'ensemble des Français, lorsqu'ils sont victimes de tout ce qu'on évoque depuis ce matin, mais pas que, il y a encore des menaces type rançongiciel pour les entreprises qui ont des impacts extrêmement forts sur une activité économique, pareil pour les collectivités. Donc voilà, enfin le guichet unique, je pense que tout le monde attendait, qu'on arrête de parler de Pharos, Perceval, Thésée, qu'on arrête de se perdre un peu dans l'ensemble des dispositifs, qui est en capacité donc de renvoyer vers l'ensemble des services, des téléservices en général opérés par le ministère de l'Intérieur, mais pas que, avec des partenaires, vers des prestataires, pour la partie technique, et avec un policier et un gendarme par chat 24h/24 pour l'aide à la judiciarisation. J'évoquais la puissance publique, et donc le complément de ce que doit être le type d'étude-là, c'est cette prise de conscience au plus haut niveau que la cybercriminalité, la cybermalveillance, c'est quelque chose qui touche les quotidiens des Français. Quand c'est l'Axel qui dit c'est génial, clair, il faut continuer à le faire et à le dire, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, quand ce seront des policiers, des gendarmes ou le ministère de l'Intérieur qui diront on a plein de victimes sur ce phénomène, qu'on puisse réagir peut-être un peu plus rapidement face à une menace qui devient sérielle, ou en tout cas qui émerge quand ce sont des nouveaux phénomènes. Donc, et juste pour terminer là-dessus, on a tous, comme vous l'avez en tant que membre de l'Axel, mais en tant que citoyen ou patron d'une structure qui a une capacité d'action au niveau de son site web, vous pouvez nous aider à faire connaître le 17 Cyber, puisque on propose l'intégration sur n'importe quel site web d'un petit module, le module que j'évoquais tout à l'heure qui qualifie la menace. Ça, c'est intégrable sur l'ensemble des plateformes web, et on a plus de 300, puisqu'on l'a lancé le 17 décembre dernier, on a plus de 300 sites web, mais c'est pas suffisant. Mon président, qui est le DG de l'ANSSI, disait le 17 décembre, il faut qu'on multiplie les bouées de secours quand les gens sont victimes, qu'ils sachent qu'il y a un truc qu'on pouvait faire qui est en capacité de les accompagner. Donc le fait qu'on puisse déployer ce petit module, évidemment, c'est de l'intérêt général, tout ça c'est gratuit, sur différentes plateformes, et le plus de plateformes possible pourra faire qu'ils seront, en tout cas ils sauront vers qui se tourner quand ils seront victimes. Et ça peut être un sujet pour la suite de Prenez la confiance. De faire connaître 17 Cyber. C'est agnostique. On travaille pour l'intérêt général. Oui, c'est vrai que faire connaître 17 Cyber, c'est de l'intérêt général. On en parlera au sein du consortium. Voilà, bon, je vous laisse en parler entre eux. Je vous en prie, c'était un petit... Voilà, je vous tendais la perche. Bon, écoutez, merci à tous les trois pour ces informations très complètes, et on voit qu'effectivement, quand les acteurs se mobilisent, on peut faire des choses concrètes et qu'on peut faire avancer ce sujet de la confiance. Donc tout n'est pas perdu, même si les Français restent encore, on l'a vu, méfiants.